Bonjour et bienvenue dans cette première et qui sait peut-être seule et unique vidéo de cette rôtisserie culturelle. Donc le but de cette chaîne c'est de passer au grill tout type d'objets culturels. Donc j'ai pas encore décidé si j'allais me limiter à un type en particulier ou si j'allais me focaliser sur un type en particulier. Donc voilà. Et du coup, j'ai décidé de commencer par quelque chose de positif à l'occasion de la sortie du premier tome de Made in Abyss en France et qui, pour l'occasion, n'a pas été francisé en fabriqué dans l'Abysse. Va des rétro-francisations. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Made in Abyss, c'est le meilleur anime de 2017. Et la force de l'anime, c'était de créer une atmosphère vraiment unique, mystérieuse et prenante pour littéralement nous aspirer dans son univers. En termes d'atmosphère, je rapprocherais cet anime de celui de Mushishi. On va dire que c'est un peu la version aventuresque de Mushishi. Donc si vous connaissez pas non plus Mushishi, cette référence sera complètement obscure, mais bref, c'est ce sur quoi je rapprochais plus Made in Abyss. Et du coup, avant d'être un animé, Made in Abyss, c'est un manga, un comble de l'originalité. C'est un animé qui se base sur un manga. Et l'animé n'est que l'adaptation des 3 premiers tomes du manga. Et donc pour tous ceux qui, comme moi, ont découvert cette œuvre via l'animé, la grande question c'était de savoir est-ce que le manga tient la comparaison? Parce qu'en matière d'animé, c'est pas rare que l'animé soit supérieur au matériau de base, en rajoutant de l'animation, des couleurs, de la musique et parfois aussi la créativité elle-même des animateurs. On peut souvent arriver à des résultats supérieurs. Alors je vais prendre un exemple connu qui est celui de Bleach. L'animé, il était avec l'animation, tout ce qui était musique et l'atmosphère créée par la musique, ça donnait un résultat bien supérieur à l'animé. L'argument, c'est pas de savoir si c'était le meilleur animé, etc. Le but, c'est la comparaison. C'est l'animé était bien meilleur que le manga. Bon, évidemment, on a des contre-exemples. Je vais citer Berserk, la dernière adaptation en date, qui, visuellement, ça donne juste envie de s'arracher les yeux. C'est complètement dégueulasse. Et niveau bande-son, ça tombe à plat. C'est complètement abscon comparé à la bande originale de l'animé qui datait de 20 ans plus tôt. Si ma mémoire est bonne, c'était de Susumu Hirasawa. Pardonnez mon japonais. Et donc, on en revient à ce premier tome de Made in Abyss qui vient de sortir en France aux éditions Ototo. Je suis pas sûr d'avoir lu quoi que ce soit de cet éditeur. Avant de faire la vidéo, j'ai pas forcément regardé ce qu'ils avaient fait précédemment. Donc pas de préjugés, pas de préjugés sur la qualité de ce qu'ils font. Et donc avec un tel animé qui précédait ce manga, donc on pouvait s'attendre à un produit inférieur, enfin c'est ce à quoi je m'attendais. Et donc on va se poser la question à savoir est-ce que ce manga il a des qualités propres qui vont lui permettre d'éviter de finir soit à la benne, soit au compost ou tout juste en cale pour mon canapé. Donc c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre lors de cette vidéo. Alors, ce qui m'a surpris au premier plan, déjà, c'est le format du manga. Parce que si on prend, par la magie de la convenance, il y avait un manga déjà prêt pour faire la comparaison. Si on prend un manga de taille normale, donc vous pouvez voir que le format de Made in Abyss est légèrement supérieur et c'est fort louable puisque du coup, ça permet d'apprécier mieux les dessins. Bon alors là je spoil un peu sur ce dont je vais parler après puisque
un des points forts de ce manga, c'est le dessin, hein, parce qu'évidemment, mettre un grand format sur des dessins merdiques, c'est pas super. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais parcourir un peu le manga vite fait, donc évidemment j'ai déjà lu, et pour voir un peu ses points forts et ses points faibles, et pour éviter pour 2 raisons. Un, c'est pour éviter un strike pour ma première vidéo, un strike de droit d'auteur, hein, c'est toujours sympa pour commencer, et aussi pour éviter de faire une vidéo d'1h30, hein, parce que bon ça parle pas énormément, hein, ça parle pas autant que dans One Piece ou je sais pas d'autres mangas bavards genre Death Note, donc voilà, ça se lit bien, hein, mais et voilà. Donc avant toute chose, on va faire un petit résumé de l'histoire, hein, quand même. Donc on se situe dans un monde alternatif, et dans ce monde il y a une île. Sur cette île il y a une ville qui s'appelle la ville... Alors je vais rapprocher un peu pour qu'on puisse voir. La ville d'Ors. Et dans cette ville d'Ors, enfin au milieu de cette ville, il y a un énorme trou. Et un trou d'1 kilomètre de diamètre et d'une profondeur d'à peu près 20 km. Hein, ils savent pas trop. Donc c'est l'abysse du titre. Hein, quelle coïncidence. Et donc la particularité de l'abysse, c'est qu'il est rempli de trésors qui viennent d'une civilisation disparue depuis fort longtemps. Et plus on descend profond dans cet abysse, moins on peut en remonter. Hein, donc évidemment, plus on descend, plus les trésors qu'on peut y trouver sont fantastiques, hein, ont des pouvoirs puissants, mais aussi moins on peut les ramener. Ça fonctionne un peu comme un abysse océanique, c'est-à-dire que la pression, plus on descend, plus il y a une sorte de pression, et si on essaye de remonter, eh ben, on explose. Hein. Ça, c'est comme ça que ça nous est vendu dans les films. Je sais pas en réalité si on en explose, mais en tout cas, on en meurt. Et donc, dans cette ville, on va suivre Raiko, qui est une jeune orpheline obsédée de l'abysse. Hein, évidemment, on est dans un manga et la jeune, voilà, la jeune héroïne qui a 12 ans est donc obsédée de l'abysse, c'est normal. Et donc sa mère a disparu au fond de l'abysse. C'était une des plus grandes aventurières, enfin une des plus grandes cavernières qu'on ait connues. Et elle va décider donc d'aller la retrouver, puisqu'elle elle a reçu une preuve comme quoi sa mère serait potentiellement encore en vie dans le fond de cet abysse. Et donc elle va aller mener son aventure avec son copain robot amnésique, comme c'est pratique. Bon, on va pas critiquer les facilités scénaristiques tout de suite, d'autant plus qu'au final, ça sert l'histoire. Hein. Donc, ouvrons donc ce manga. Ah oui. Donc, truc assez sympathique, hein, que j'ai trouvé sympathique dans son édition, on a en bonus une carte de l'abysse. Donc, je vais pas l'ouvrir là pour éviter de ruiner le tome, hein, mais c'est une carte d'à peu près format A4. Et voilà. Bon. C'est une carte, très sympa. Alors, on ouvre sur des pages colorées également fort sympathiques, très jolies, mais, alors, qui ne rendent pas, à mon sens, qui ne rendent pas honneur au dessin noir et blanc, donc qui compose le manga. Donc on va y passer directement, parce que voilà, c'est joli, hein, c'est coloré. Voilà. Et donc voilà à quoi ressemble le manga dans sa quasi-totalité. Alors je prétends pas avoir une culture manga absolue, hein, du coup peut-être que pour certains ce sera pas une nouveauté, mais pour moi donc, les mangas m'ont pas forcément habitué à ce type de dessin. Ah, donc vous voyez, c'est très crayonné. Donc je sais pas si on voit bien. Ouais. Donc je vais prendre un exemple un peu plus parlant, évidemment que j'ai. Toc, 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 toc. Hop, voilà. Donc c'est celui-là. Donc,
ce dessin-là. Donc comme vous voyez, il y a très peu de détails. On voit bien là comment la différence par rapport à d'autres mangas. Mais du coup, c'est ce qui compose et c'est ce qui est frappant donc, dans l'identité visuelle de ce dessin, c'est qu'il est très crayonné. On peut presque imaginer l'auteur ancrer ses pages au pinceau. Bon, même si on n'est pas dupe, hein. Tout est fait par ordinateur désormais. Mais bah oui, donc pour que vous voyez bien une comparaison, c'est si je prends au hasard de ma collection deux autres mangas, donc Gantz et I Am a Hero, on va tout de suite voir donc la différence, comme vous voyez là, ou encore hop, ici, je sais pas si on voit bien, et pourtant deux auteurs complètement différents. Mais si on fait pas trop attention aux détails, on a l'impression que c'est dessiné vraiment de la même manière. Donc ça, c'est le dessin typique utilisé, beaucoup utilisé maintenant, et dessin typique donc des dessins faits par ordinateur. Hein. Après, c'est pas forcément une critique. Hein. Pour Gantz, c'est totalement justifié d'avoir un dessin un peu plus froid et robotique. Et ça justifie donc d'autant plus l'utilisation de ce genre de dessin dans Made in Abyss, hein, puisque c'est ce qui ferait vraiment l'intérêt. C'est le côté presque artisanal, j'ai envie de dire. On sent le dessinateur voilà, derrière ces planches, hein, sans son armée d'assistants qui peaufinerait le trait, etc. Donc, voilà. Donc si on reprend l'histoire, on va pas comme j'ai dit, on va pas lire tout le manga, hein, mais si on prend l'histoire, on découvre l'héroïne Riko. Je sais pas si ça se prononce Riko en japonais. Et donc qui fait ses premiers pas en tant que sifflet rouge, c'est-à-dire novice cavernière. Donc ça permet une introduction au monde, hein, nous expliquer l'abysse, comment il est composé, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, etc. Et donc au cours d'une de ses premières expéditions de novice, elle va évidemment se faire attaquer par un monstre. Et donc, ce monstre-ci. Et là, on voit bien justement que l'auteur sait aussi dessiner des choses très, très détaillées. Hein, très... ça me fait penser un peu au dessin dans Berserk. Hein. On pourrait presque imaginer un démon, que ce soit un démon tiré de Berserk. Hein. Un dessin beaucoup plus travaillé, beaucoup plus précis, du coup, qui permet de bien voir la menace. Et donc, au cours de cette attaque par un monstre lors de son expédition, elle est sauvée par son nouvel ami, enfin, ce qui, évidemment, hein, on est dans les clichés un peu, hein. Son nouvel ami, le robot, donc, qui est dans les vapes, qui vont ramener à leur orphelinat, oui, parce qu'évidemment, je ne vais pas préciser, mais ils sont tous orphelins. Voilà, comme ça évite un peu de trop avoir de background à décrire sur les parents. Et donc elle le ramène, il se réveille et comme par hasard, il est, malgré sa puissance, parce qu'il a quand même complètement détruit l'autre monstre, il est amnésique. Hein. Donc petite facilité scénaristique, mais bon, on lui passera ça puisque au final l'histoire a beaucoup d'autres qualités qui font qu'on oublie rapidement un peu tout ça. Et donc, ce petit robot, il devient aussi cavernier, il fait partie du groupe d'amis, etc. Puis arrive un des événements, c'est-à-dire qu'on retrouve le sifflet donc, de la mère de Riko. Donc c'est là qu'on apprend qu'en fait sa mère c'était l'une des plus grandes cavernières connues, donc un sifflet blanc comme ils les appellent, puisqu'il y a une hiérarchie au niveau des couleurs. Le blanc est
quasiment, enfin, équivalent d'un pouvoir légendaire. Et donc, elle avait disparu lors d'une mission, disparu corps et âme, il y a à peu près une dizaine d'années, je sais plus quelle est la temporalité de ce truc-là, mais bon. Et il y a un ballon qui finit par remonter de l'abysse avec... alors non, je crois que c'est quelqu'un au milieu de l'abysse qui récupère, bref. Qui récupère donc ce sifflet blanc avec des messages et dont un des messages qui indique qu'elle est toujours vivante au fond de l'abysse. Et sa fille décide donc de mener, avec son copain robot, de partir à l'aventure. Elle prend son baluchon et ils partent mener leur aventure. Donc à la fin du tome, parce que je vous ai spoilé tout le tome, j'avais pas prévenu, mais c'est une vidéo complète spoil. À la fin du tome, ils partent pour les profondeurs de l'abysse. Donc c'est plutôt un tome d'exposition. On nous explique qu'est-ce que c'est l'abysse. Et donc en conclusion, que tirer comme conclusion donc de ce premier tome de Made in Abyss. Donc bon, dans un premier temps, indépendamment de l'animé, je sais jamais comment on le dit, peu importe. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le dessin. C'est un très joli dessin, très enfantin, mais très très sympathique, et qui est vraiment au service de l'histoire pour le coup, puisque du coup c'est c'est une histoire avec surtout des enfants, qu'un dessin enfantin. Donc ça colle parfaitement. Et le début de l'histoire est suffisamment intriguant pour donner envie de connaître la suite. Bon, par contre, passons maintenant en considération de l'anime, en prenant en compte le fait que la plupart des gens auront découvert l'animé avant de lire le manga. Alors, dans un premier temps, l'histoire est sensiblement la même. Je me rappelle plus tous les épisodes les uns après les autres, mais l'histoire est sensiblement la même. Vu que les 13 épisodes de l'animé recouvrent les 3 premiers tomes, donc j'imagine que ça doit couvrir peut-être les 2 ou 3 premiers épisodes de l'animé. Voilà, mais du coup l'histoire est la même. Bon, la différence c'est que comme on est dans un manga, et du coup la temporalité, la façon dont on lit est très différente de l'animé, et on peut faire plus attention aux détails qui nous sont fournis tout au long du manga. Par exemple, quand on nous montre des dessins ou des monstres, ou voilà, par exemple là il y a une description un peu des trésors qu'on peut trouver dans les abysses. Donc là, on peut plus s'y attarder et y prêter plus attention. Là où, effectivement, quand on regarde un animé, le déroulement nous est imposé. Peu importe qu'on arrive à suivre ou non le rythme, faut le suivre et puis il n'y a pas le choix. Quant aux différences, quelles différences il y a ? Alors, j'avais déjà entendu ce côté-là dans une vidéo d'un critique anglais ou américain, peu importe, où il disait que l'auteur incorporait un peu des blagues un peu sexuelles et un peu reloues tout au long de son aventure. Alors, j'ai pas lu la suite, puisque du coup, je pense que je vais continuer à supporter l'édition française. Mais dans ce tome-là, effectivement, il y a 2-3 allusions. La gamine qui parle du zizi du robot, ou s'ils sont punis, ils sont tout nus. Bref. Je pense que en France, on a érigé Titeuf en maître de l'éducation sexuelle et en must-read des gamins maintenant. Donc si on a survécu à Titeuf et à toutes ces blagues de zizi et compagnie, on devrait survivre. Faut vraiment être un fragile pour
pour pas supporter les 2-3 blagues qu'il y a là-dedans. Après, peut-être que ça sera plus lourdement insistant dans les prochains tomes, mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Voilà. Donc, à savoir, est-ce que je conseille ou non ce manga? Bien évidemment, je le conseille, que ce soit pour ceux qui ont déjà vu l'animé ou pour ceux qui ne l'ont pas vu. D'ailleurs, ce serait très intéressant. Bon, évidemment, si vous n'aviez pas lu l'animé ni lu le manga, bah écoutez, je viens de vous gâcher le premier tome, hein, désolé. Mais ce serait intéressant d'avoir l'opinion de quelqu'un qui n'aurait pas vu l'animé. Bon, évidemment, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, si vous n'avez pas vu l'animé, qu'est-ce que vous avez foutu? Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est intéressant de commencer par le manga pour voir un peu quelle serait votre opinion là-dessus. Sans a priori, est-ce que ça vous donnerait envie de voir la suite? Qu'est-ce que vous pensez du monde, voilà, etc. Parce que dans ce premier tome, on n'est pas dans l'abysse. Et ce qui fait le côté grandiose et le côté magnifique de l'animé, c'est dans l'abysse. Avec toutes ces musiques, tous ces paysages, je vais pas spoiler le reste, hein, mais c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt de l'animé. Donc, voilà. Parce qu'effectivement, moi, j'ai un peu... c'est un peu bizarre de lire ce manga sans avoir la musique complètement onirique le compositeur dont j'ai oublié le nom, un Australien du nom de Kevin quelque chose. Bref, vous pourrez le trouver facilement, hein, mais vraiment bande-son fantastique et qui fait la moitié du travail. Hein. C'est un peu Miyazaki sans Joe Hisaishi, hein, ça se complète. Hein. Donc voilà, c'était la première vidéo de la rôtisserie culturelle, donc n'hésitez pas à me balancer toutes sortes d'insultes, de critiques, constructives ou non. Et à la prochaine. Ou pas.